Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous allons juste résoudre quelques petites questions liées à l'interprétation. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire. On va encore se donner quelques minutes pour que d'autres personnes puissent éventuellement nous rejoindre. Merci beaucoup donc d'être ici avec nous. On va discuter donc de l'intégration du genre, des dimensions socioculturelles, des droits humains dans l'évaluation des risques synthétique. Et donc, on a l'interprétation qui est disponible en français, en anglais et en espagnol. Vous pouvez trouver l'interprétation grâce à ce petit bouton en forme de globe. De mon côté, je vais parler en espagnol. Mais il y aura donc des panélistes qui vont parler en anglais également. Donc, on vous invite à activer l'interprétation, accéder à tout ce qui sera dit aujourd'hui. Et si vous avez des questions, vous pouvez les insérer sur la boîte de questions-réponses. Et on vous demande également de ne pas activer votre micro pendant le webinaire, pendant les présentations notamment, pour pouvoir écouter ce qui est dit par les panélistes. Et donc, ce webinaire va durer environ 1 heure et demie maximum. On va voir donc une introduction dont je vais me charger et puis ensuite nous aurons un mot de bienvenue d'Alejandro Espinosa qui est donc membre de du secrétariat exécutif de la CIBIOGEM du Mexique. Et donc ensuite, on va avoir une présentation de Lim Li-Ching du réseau Tiers-Monde sur l'histoire du développement de la biologie synthétique et de l'évaluation des risques dans l'histoire de la CBD. Et on aura ensuite donc une conversation avec les différents panélistes. Et puis, une session de questions-réponses avec donc les participants, participantes. Loin d'une perspective multidisciplinaire de précaution pour ces différentes disciplines qui sont en train d'émerger et il y a besoin d'une approche de précaution pour la sécurité au niveau biologique et le fait de prendre en compte donc les dimensions sociales qui sont encore très peu explorées. Et donc, dans ce webinaire, on va explorer comment la biosécurité dans la biologie synthétique peut être fondée sur les droits humains et responsable en matière de genre. L'objectif du webinaire, c'est d'analyser au niveau historique la biologie synthétique et l'évaluation des risques dans le cadre de la CBD et de voir comment l'évaluation des risques n'aborde pas correctement les dimensions culturelles, sociales et de genre, et de voir quelles pratiques pourraient être mises en œuvre pour corriger cela. Donc, on va avoir différents panélistes aujourd'hui. Nous avons Alejandro Espinosa Calderón, Lim Liching, Eva Sirina Tsingli, David Eduardo Castro Carro, Humberto Peraza Villarreal et la docteure Consuelo. Et je vais maintenant donner la parole à Alejandro Espinosa pour les mots de bienvenue de la part du gouvernement du Mexique. Bonjour à toutes et à tous.
C'est un honneur pour le Mexique et pour le secrétariat exécutif de la Commission intersécrétariale sur la biosécurité des organismes génétiquement modifiés, la CIBIOGEM, de participer au webinaire sur l'intégration des dimensions de genre, les dimensions socioculturelles et les droits humains dans l'évaluation des risques et la biologie synthétique, organisé par Women for Biodiversity, un réseau mondial qui inspire et mobilise des actions visant à garantir l'égalité des genres dans la conservation de la biodiversité. Nous sommes réunis autour d'un objectif transcendant: construire à partir d'un dialogue éclairé et de la coopération des réponses globales aux défis posés par le développement vertigineux de la biologie synthétique. Cette rencontre est l'occasion de reconnaître que la science peut être un outil utile et équitable qui intègre de manière transversale l'égalité des genres, les droits humains et l'inclusion sociale. Chez Sybiogem, nous comprenons que la biosécurité des organismes génétiquement modifiés doit intégrer les considérations socio-économiques et bioculturelles qui définissent les contextes pluriculturels et méga-divers de nos pays. C'est seulement ainsi que nous pourrons garantir que nos décisions en la matière protègent la biodiversité et préservent le bien-être des communautés, en particulier celles qui sont les plus vulnérables à leurs impacts potentiels. J'exprime donc ma reconnaissance et ma gratitude à l'avocate Alejandra Duarte et à l'équipe de Women for Biodiversity pour leur aimable invitation. Nous espérons que les contributions et les expériences partagées lors de notre événement enrichiront les efforts internationaux en matière d'évaluation des risques que peuvent représenter les nouvelles biotechnologies. Je vous invite à profiter de cet espace et nous sommes ici avec enthousiasme pour renforcer les alliances, partager vos connaissances et progresser vers des cadres de gouvernance plus solides, plus équitables, plus inclusifs. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous envoyons des étreintes du Mexique. Merci beaucoup pour ces mots de bienvenue. Nous allons maintenant écouter la docteure Lim Liqing du Third World Network qui va nous faire une présentation de l'historique de cette thématique. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran et merci pour cette invitation. Je voudrais tout d'abord donner du contexte pour retracer donc l'histoire du développement de la biologie synthétique et de l'évaluation des risques dans le cadre du protocole de Nagoya et de la CBD. Et il nous faut réfléchir donc à la façon d'intégrer le genre, les dimensions socioculturelles et les droits humains dans la biologie synthétique et l'évaluation des risques. Donc, on voit bien votre écran, mais on ne le voit pas en mode présentation. Je suis désolée, je ne vois pas mon propre écran. Je suis désolée, je ne vois pas mon propre. Peut-être que tu peux arrêter le partage et ensuite je m'en charge. Je suis désolée. J'ai quelques soucis. Juste un instant, je vais partager moi-même.
Oui, bonjour Ching. On voit ton écran, mais il n'est pas en mode présentation. Merci beaucoup, allez, de partager mon écran maintenant. Est-ce que je peux continuer? Oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Alors, la technologie, évidemment. Donc, ce que je vais faire, c'est assez rapidement vous montrer les décisions qui ont été prises dans l'histoire sur ces sujets, dans le cadre de la CBD et du protocole de Nagoya. Donc, on établit un cadre de précaution sur la biologie synthétique et les OGM et les OVM. Et je voudrais aussi rappeler les obligations sur la biosécurité dans le cadre de la CBD. Donc, on a un article 8G qui parle de l'obligation de réglementer, gérer ou contrôler les risques que présentent les OVM pour la biodiversité, en prenant également en compte les risques pour la santé humaine. Cet article a été réitéré dans la cible 17 de la CBD. Et quand on pense au CMB, il est très, très clair. Il y a des considérations très, très claires en matière de genre, en matière socio-économique qui doivent être prises en compte par rapport à cet article 8J. Donc, il y a déjà un lien très, très clair. Et bien sûr, nous sommes familiers ici avec l'article 8J de et si on ne l'est pas, c'est un article qui parle du respect, de la préservation et du maintien des connaissances, des innovations et des pratiques des peuples autochtones et des communautés locales. Et donc, euh, on a aussi dans la CBD l'importance donc de fournir des informations sur les réglementations en matière d'utilisation et de sécurité, ainsi que les effets négatifs potentiels. Dans l'article 19, alinéa 4, et puis quelque chose sur l'évaluation des impacts et la minimisation des effets négatifs dans l'article 14. Et puis finalement, on a quelque chose sur l'identification et la surveillance dans l'article 7. Maintenant, je voudrais rapidement vous parler de l'article 19, alinéa 3 de la CDB et du protocole complet, qui est celui de Carthagène, qui vient souligner les différents aspects importants pour les États membres, donc l'évaluation des risques, les considérations socio-économiques, et donc il y a un article qui établit le fait que les parties doivent prendre en compte les considérations socio-économiques. On a aussi quelque chose sur la participation et la sensibilisation du public. On a quelque chose sur la décision, le processus de décision basé sur l'approche précautionnaire, le partage des informations, la responsabilité et les réparations. Et donc, cette slide, je voudrais souligner donc que dans le cadre du protocole de Carthagène, on a des éléments de ligne directrice sur l'évaluation des risques très, très clairs avec une feuille de route, notamment sur les plantes génétiquement modifiées, les arbres, les moustiques.
notamment donc les plantes génétiquement modifiées avec gènes ou avec des traits empilés, les plantes génétiquement modifiées tolérantes aux tests abiotiques. Et il y a aussi euh, du matériel d'orientation supplémentaire facultatif pour appuyer l'évaluation au cas par cas des risques liés aux OVM contenant des mécanismes de forçage génétique. Et donc, on a aussi des lignes directrices pour l'évaluation des considérations socio-économiques dans le contexte de l'article 26 du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. Il est essentiel aussi de souligner, comme je disais, qu'on a donc ces lignes directrices sur les questions socio-économiques qui prétendent donc soutenir les États parties pour évaluer les risques au niveau national. Donc, ce sont des documents importants qui peuvent apporter du soutien et des guidances, de la guidance donc aux États parties. Et donc, maintenant, on parle de la biologie synthétique. On en parle souvent comme une nouvelle technologie, mais la réalité, c'est que on discute de la biologie synthétique depuis 2010 dans le cadre de la CBD, dans le cadre du Substa. Et donc, il y avait déjà un appel aux États parties à appliquer une approche précautionnaire et aussi souligner le droit des parties à suspendre euh, la dissémination dans l'environnement d'organismes, de cellules ou de génomes synthétiques. Et il y a eu l'adoption de plusieurs décisions importantes. Première d'entre elles, donc lors de la COP 11, qui était donc une reconnaissance du fait que les organismes, produits et composants issus de la biologie synthétique peuvent avoir des incidences sur la conservation de la biodiversité. Il y avait aussi la reconnaissance des considérations sociales, économiques et culturelles, et enfin un lien fait entre l'approche de précaution et l'article 14 sur la question de la responsabilité et des réparations. Et donc, ce sont des précédents importants partie de la décision 11-11. Et donc, on arrive maintenant à la COP 12. Donc, les parties ont adopté une autre décision, donc la décision 12-24, qui met en place des procédures efficaces d'évaluation et de gestion des risques et ou des systèmes réglementaires. Il y a des éléments d'évaluation des effets potentiels sur la conservation et l'utilisation durable, ainsi que sur la santé humaine, la sécurité alimentaire et les considérations socio-économiques. Cela souligne aussi la participation pleine et entière doit exister des peuples autochtones et des communautés locales lors des évaluations en question. On a aussi, donc à la COP 13, cette décision 13-17 qui reconnaît d'autres éléments importants. Donc sur l'actualisation de la méthodologie d'évaluation des risques pour réguler les nouveaux développements. Donc les États parties ont été encouragés à prendre en compte les considérations socio-économiques, culturelles et éthiques, à reconnaître l'importance de dialogue public et multipartite et de la sensibilisation qui devrait impliquer toutes les parties prenantes concernées, également sur l'engagement plein et actif des communautés locales. Il y a aussi dans cette décision une reconnaissance des mesures de gestion des risques, d'utilisation sûre et des meilleures pratiques pour une manipulation sans danger, ainsi que l'importance d'outils de détection et de surveillance des organismes, composants et produits issus de la biologie synthétique. Il y a aussi une mention explicite des OVM contenant des mécanismes de forçage génétique
et un appel à la précaution, l'évaluation et la gestion efficace des risques et la réglementation. Donc, quand on arrive à la COP 14, on a une décision un peu similaire avec donc les États parties qui se mettent d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une analyse, d'une surveillance et d'une évaluation régulière et approfondie. Donc, si on se rappelle de l'article 7 et 14 de la CBD, ils font déjà mention de ces questions. Et donc, il y a une reconnaissance des difficultés rencontrées par les pays en développement, en particulier ceux qui ont une expérience ou des ressources limitées pour évaluer l'ensemble des applications et des impacts potentiels. On souligne aussi l'importance des mesures qui visent à prévenir et minimiser les effets négatifs potentiels de la biologie synthétique dans le cadre d'une utilisation confinée. Et puis, une mention des mesures de détection, d'identification et de surveillance en accordant une attention particulière au centre d'origine et à la diversité génétique. On a aussi des éléments spécifiques au forçage génétique qui datent du 14 décembre 2019. Et donc, les parties sont invitées à considérer des conditions strictes et préventives pour toute introduction d'organismes à forçage génétique dans l'environnement, y compris pour les disséminations expérimentales et la recherche et le développement. Les États parties sont invités à mener des évaluations des risques scientifiquement fondées au cas par cas, avec des mesures de gestion des risques en place, en compte du consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones et des communautés locales potentiellement concernées. Il y a aussi un guide d'évaluation des risques qui est donc produit en 2024. Et puis, donc, la COP 15 en 2022, on a eu donc une demande des États parties d'avoir une expertise multidisciplinaire établie et un processus participatif sur ces questions, donc avec une analyse, un suivi et une évaluation réguliers approfondis de la situation. Il y a aussi une reconnaissance du besoin de renforcer les capacités des États parties sur le transfert de technologies, le partage des connaissances, en tenant compte des besoins des parties, des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, on arrive maintenant à la COP 16 sur la dernière décision adoptée avec deux parties principales. euh, avec un plan d'action thématique qui vise à soutenir le renforcement des capacités et le développement, accès aux technologies et leur transfert, ainsi que le partage des connaissances. Et donc, c'est un travail qui est en cours. Le processus intersessionnel est en cours actuellement. Et donc, il y a des forums en ligne et des discussions en cours avec un groupe d'experts qui se charge de cela. Et donc, les deux choses importantes à noter, c'est que même si on a ce plan d'action thématique, il est très basé sur les besoins des parties, des peuples autochtones et des communautés locales. L'un des besoins ici, c'est identifier les domaines dans lesquels de telles mesures sont nécessaires pour la recherche et le développement, ainsi que pour l'évaluation des... Donc, c'est essentiel dans tous les pays où il y a une application de la biologie synthétique. Et il est essentiel que les différents acteurs, les États, les peuples autochtones, les communautés locales, puissent identifier les risques principaux pour avoir des évaluations qui soient fonctionnelles. Et cela est essentiel parce qu'on ne veut pas rentrer dans la recherche et développement sans avoir une mise en œuvre cohérente de l'évaluation des risques.
Parce que pour beaucoup de pays, dont mon pays, la Malaisie, on veut encourager la recherche et le développement au niveau des territoires autochtones. On sait aussi qu'il y a des obligations de d'évaluer les risques, de s'assurer que ce soit sûr pour l'environnement, pour la santé humaine et pour les écosystèmes. Et je pense que c'est vraiment essentiel parce que c'est une opportunité pour les parties et les autres États et parties prenantes de mettre en place et s'assurer qu'il y a une intégration des dimensions éthiques, de genre et socioculturelles. C'est l'opportunité de faire quelque chose dès maintenant dans ce processus, pour le futur également et pour les COP à venir. Donc, la dernière décision de la COP a demandé une évaluation claire des impacts positifs et négatifs de la biologie synthétique et il a été demandé à la TEC que soient identifiés les avantages actuels et potentiels de la biologie synthétique. Donc, on a ici un exemple très clair de ce que ça signifie. Regardez les impacts positifs et négatifs et s'assurer des avantages, que les avantages existent réellement et de pouvoir évaluer tout cela dans la réalité. Parce il y a vraiment ce besoin de s'assurer que les bénéfices escomptés sont réels. Donc, c'est un processus important avec une opportunité pour les gouvernements, donc de s'assurer que les choses iront mieux. Alors, expliquons rapidement l'évaluation des risques. Et donc, la dernière décision, CP11-7, nous parle des considérations liées et des questions liées aux organismes issus du forçage génétique. Il y a donc de nombreuses considérations ici au niveau donc, des pratiques des peuples autochtones, des connaissances traditionnelles, des innovations donc des peuples autochtones et des communautés locales dans la prise de décision. Lorsque l'on parle donc des organismes, un groupe d'experts techniques a été également établi pour assister les parties sur les questions techniques. Et d'autres documents d'orientation sur des thèmes spécifiques vont être élaborés, principalement concernant les algues génétiquement modifiées, les micro-organismes GM et les mécanismes d'édition génomique pour la lutte contre les ravageurs, les agents pathogènes et les poissons génétiquement modifiés. Des notes techniques devraient être élaborées concernant les effets à long terme et cumulatifs, l'utilisation des OGM dans les centres d'origine et dans les systèmes agricoles traditionnels, comme l'a mentionné également le Mexique en introduction. Il y a un lien très important avec les questions socio-économiques, humaines et de genre concernant donc les effets à long terme pour chaque pays ainsi que l'utilisation donc des centres d'origine et les systèmes agricoles traditionnels qui sont donc très liés en questions socio-économiques. Et enfin, dernière diapositive. Alors, il y a de nombreux principes que je ne vais pas pouvoir détailler tous ici, mais le protocole de Cartagena, de Nagoya,
donne une possibilité aux parties, une possibilité tout à fait flexible, hein, de, prendre en compte les dimensions liées au genre, aux droits humains dans la mise en œuvre de leurs décisions et dans la mise en œuvre donc du protocole, sur la biosécurité. Alors je ne vais pas, lire complètement, cette diapositive, mais simplement rappeler qu'il existe une flexibilité à tous les niveaux. Au niveau donc de la CBD, mais aussi, du protocole de Carthagène et les protocoles sur la biosécurité. Il est donc nécessaire de prendre en compte les aspects socio-économiques et culturels. Ils sont au cœur, hein, de notre discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ting. Merci, donc d'avoir, planté le décor, pour notre discussion. Si vous avez des questions, heu donc n'hésitez pas à les écrire, dans, la fonction prévue pour cela, qui s'appelle donc questions-réponses, et si vous ne la trouvez pas, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je voudrais donc, hem, poser quelques questions, à nos intervenants et intervenantes. Alors Eva, est-ce que, tu pourrais, s'il te plaît, allumer ta caméra? Et nous avons une première question pour toi. Alors déjà, merci, hein, de ta présence à ce webinaire. Et ma question pour toi est: comment pouvons-nous garantir que les visions du monde des communautés ne soient pas supplantées par des discours techniques lors de l'évaluation des risques? Merci beaucoup, pour cette question. Merci de m'avoir invité à partager mes perspectives sur ce thème. Le premier point important, donc reconnaître, hein, les 3 décennies, heu, de travail, de commercialisation, hein, des OPM, leurs impacts, et il y a des risques pour la santé et l'environnement que l'on doit prendre en compte. Ces impacts doivent être évalués de manière rigoureuse, et cela est particulièrement vrai dans les pays en développement où les petits agriculteurs sont la majorité, des producteurs agricoles. De plus, de nombreux pays en développement sont des centres d'origine et de diversité de cultures importantes liées à la diversité culturelle et aux territoires autochtones. Dans le cas de la biologie synthétique, les applications sont largement élargies concernant la portée des espèces des écosystèmes ciblés, la profondeur de l'intervention, les capacités d'autopropagation et d'autres caractéristiques qui renforce l'urgence de prendre en compte tous ces aspects. Deuxièmement, pour la CDB, que le protocole de Carthagène prévoit cette disposition. En particulier, l'article 8.8 de la CDB oblige les parties à respecter, préserver et maintenir les connaissances, pratiques et innovations des peuples autochtones et des communautés locales. L'article 26 du protocole de Carthagène établit le droit des parties de prendre en compte les considérations socio-économiques qui découlent des impacts des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, en particulier en ce qui concerne la valeur de la biodiversité pour les peuples autochtones et les communautés locales. La réalisation d'évaluations holistiques des OVM, de la biologie synthétique d'une manière qui intègre la diversité des compétences et des connaissances des communautés peut aussi contribuer à la mise en œuvre de ces dispositions. Alors, comment mener une évaluation rigoureuse des impacts socio-économiques, culturels, éthiques, politiques et sanitaires, qui peuvent également être imprévisibles, difficiles à évaluer ou mal estimés? Alors, tout d'abord, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent d'élargir l'évaluation des risques. Ensuite, il est nécessaire de mettre en place des processus d'évaluation socio-économique afin de prendre en compte ces considérations plus larges, notamment celles liées au genre et aux droits humains. Il est possible aussi d'intégrer les visions du monde des communautés dès le début des étapes de planification, d'évaluation des risques, lors de la détermination du problème à traiter et des risques clés.
Une approche, par exemple, consiste à mettre en place un processus de formulation des problèmes et d'évaluation des options dans lequel les parties prenantes participent à l'évaluation des besoins et des risques dès le début du processus et tout au long de celui-ci. Donc, en déterminant le problème que l'application est censée résoudre, les titulaires de droit, les parties prenantes ont la possibilité d'identifier les priorités sociales, les solutions alternatives, les priorités en matière d'allocation des ressources et également de renforcer l'évaluation des risques en apportant leur expertise et leurs connaissances. Cela est particulièrement important dans les contextes où les communautés disposent de connaissances sur le terrain, de sorte que les risques identifiés le seront de manière plus holistique et non seulement sur base de discours techniques et réductionnistes promus par les développeurs de technologies. Donc, on peut intégrer les points de vue des communautés dans un processus itératif dès le début pour renforcer l'approche préventive en aidant à remédier aux incertitudes et aux lacunes dans les connaissances. Une autre étape est donc d'évaluer les risques grâce à l'approche préventive pour déterminer les étapes ou déterminer quand l'incertitude est trop élevée pour une évaluation fiable des risques. En complément de l'évaluation des risques, nous devons également procéder à des évaluations socio-économiques et donc le guide pour l'évaluation des considérations socio-économiques dans le contexte de l'article 26 du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologie fournit des orientations sur ce processus ainsi qu'une définition opérationnelle, une liste des principes importants pour le processus d'évaluation. La prise en compte des considérations socio-économiques permet d'inclure des aspects tels que l'adéquation d'une technologie et d'évaluer la validité des affirmations faites par les développeurs de technologies. Celles-ci peuvent s'appuyer sur les opinions et les besoins de la communauté. Selon ces lignes directrices, l'évaluation des résultats de l'analyse socio-économique qui conduit à des conclusions pour la prise de décision peut être fondée, entre autres, sur la validité des prétendus avantages et inconvénients. Alors de plus, d'autres lignes directrices ont été adoptées par la CDB pour traiter les impacts socio-économiques et culturels. Il s'agit des lignes directrices volontaires ACOECON pour la réalisation d'évaluations d'impacts culturels, environnementaux et sociaux. Plus généralement, il est toutefois nécessaire de mettre en place des processus d'évaluation technologique holistiques qui intègrent pleinement d'autres systèmes de connaissances, dont les visions du monde des communautés, afin d'évaluer les impacts potentiels. Des processus de participation publique significatifs à toutes les étapes des processus d'évaluation et de prise de décision sont nécessaires pour intégrer les visions du monde des communautés. Et enfin, dernier point, le droit au consentement libre, informé et préalable doit également être obtenu. Cela inclut le droit des communautés de rejeter ou de se retirer d'une demande spécifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir souligné tous ces points si importants. En effet, il est nécessaire de développer des systèmes beaucoup plus holistiques qui intègrent d'autres types de savoirs afin de préserver les visions du monde des communautés. Nous allons donc maintenant regarder le niveau plus national. Je vais donc continuer en espagnol. Et nous souhaitons regarder au niveau national la manière dont les pays travaillent, quels sont les défis concernant les applications des impacts et l'évaluation des impacts socio-économiques. Et je voudrais maintenant passer donc au docteur de la Sybiogem et au docteur Humberto Perrasa Villarreal. La question est: quels sont les principaux défis au Mexique concernant les considérations socio-économiques des OVM? Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et donc, au Mexique, l'analyse et l'identification des impacts socio-économiques des organismes vivants modifiés s'inscrivent dans un contexte complexe. Nous faisons face à des défis techniques, institutionnels, juridiques, socioculturels
qui prennent une nouvelle dimension avec l'évolution rapide de la biologie synthétique, en particulier avec le développement de promoteurs génétiques conçus pour se propager et persister dans les populations sauvages, ce qui remet en question les cadres traditionnels d'évaluation des risques, de consentement et de réglementation établis dans le cadre du protocole de Carthagène. Alors, bien que la loi mexicaine sur la biosécurité des OGM prévoit la prise en compte de considérations socio-économiques, dans la pratique, il existe encore des obstacles qui empêchent d'appliquer euh, ces, euh, ces mécanismes de manière contraignante et sur une base méthodologique solide, ce qui se traduit par des évaluations incomplètes qui nécessitent de renforcer le développement d'une approche holistique, interdisciplinaire et participative qui inclut la dimension de genre, de santé publique, les droits des peuples autochtones, la santé publique et le patrimoine bioculturel. C'est pourquoi les communautés rurales, autochtones, afrodescendantes ou de cultures telles que le maïs, le coton, dont le centre d'origine de diversification, et dans le cas spécifique du maïs, euh, ont une valeur inestimable en termes de diversité génétique, bioculturelle, économique, alimentaire et spirituelle. Donc, ces lacunes sont particulièrement préoccupantes et la menace de contamination génétique des variétés autochtones locales associées à l'expansion de technologies susceptibles d'entraîner une dispersion irréversible, tels que les promoteurs génétiques, posent des risques écologiques, socio-économiques, éthiques sans précédent. Les modèles actuels de surveillance, d'évaluation des risques ne sont pas préparés ni adaptés pour anticiper et gérer ce type de cas, en particulier dans des contextes méga divers et multiculturels comme le Mexique. Alors le défi n'est pas seulement technique, il implique également de savoir comment les reconnaître, les analyser, reconnaître leur impact sur la population, plus particulièrement donc sur des personnes déjà confrontées à des inégalités structurelles telles que les femmes, les jeunes, les membres des communautés autochtones qui ont très souvent un accès plus limité à l'information et à la prise de décision. Alors pour le Mexique, qui est un pays déjà confronté à des tensions entre la protection de sa biodiversité et ses engagements commerciaux, comme le traité du libre commerce avec les États-Unis et le Canada, surtout dans le cas du maïs. Heu, Cela signifie que le Mexique devra renforcer ses capacités nationales pour anticiper, évaluer et réglementer, ces technologies émergentes avec une approche prudente et préventive. Donc l'expérience mexicaine montre que sans ressources financières durables, sans renforcement des laboratoires nationaux et des formations techniques et sans inclusion effective des communautés dans la conception et le suivi des politiques, les outils réglementaires ne parviendront pas à répondre à la rapidité, à la complexité de l'innovation technologique. Ce point est crucial dans le débat mondial sur les évaluations des risques liés à la biologie synthétique et bien entendu aux OVM, qui ne peuvent plus se fonder uniquement sur des critères technocratiques, productivistes, économiques, mais ils doivent intégrer les dimensions sociales, bioculturelles, de genre, de droits humains. Et tout cela doit se mettre en œuvre dans un dialogue éclairé et participatif. Alors cette approche est particulièrement, pertinente pour la prise de décision et les responsables politiques qui travaillent, à l'intersection entre genre et environnement, ainsi que pour les réseaux, les organisations de la société civile, universités, jeunes, leaders communautaires. Il est nécessaire d'intégrer ces perspectives dans la biosécurité. Il ne s'agit pas seulement d'une question d'équité, c'est une condition nécessaire pour garantir que les décisions relatives aux OVM et à la biologie synthétique répondent aux principes de justice environnementale, préservent la biodiversité et renforcent l'autodétermination des peuples sur leur territoire. En ce sens, le défi pour le Mexique est de
progresser, d'avancer vers un modèle de gouvernance de la biosécurité qui soit capable d'anticiper les impacts de ces technologies émergentes, qui intègrent les réalités, les priorités des personnes qui vivent dans des territoires riches en biodiversité et garantir que la conservation et le développement technologique s'orientent vers un avenir juste, sûr et inclusif pour toutes les personnes et pour toutes les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Umberto, de nous expliquer hein, le contexte au Mexique, de voir comment ces différents cadres de réglementation euh, posent aussi des défis, surtout au niveau de leur mise en œuvre nationale, et d'autant plus hein, dans des pays méga divers, bioculturels comme le Mexique et comme le Pérou également. Et je voudrais donc revenir euh, donc au docteur David du Pérou et lui demander donc les impacts euh, des, donc, des OGM sur les variétés traditionnelles du Pérou. Et avant d'entendre donc la réponse, je demande à toutes les personnes qui participent ici aujourd'hui à bien vouloir poser vos questions dans le chat ou dans les endroits prévus à cet effet. Alors bonjour, bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup. Merci Alejandra. Merci à Women for Biodiversity pour leur invitation et pour pouvoir partager nos préoccupations concernant ces thèmes d'évaluation des risques liés à la biologie synthétique et aux OGM. Alors, au Pérou, depuis 2011, nous avons une restriction concernant les OGM. Alors, l'objectif de cette restriction est de générer suffisamment d'informations sur la diversité génétique du pays. Et nous avons priorisé de nombreuses cultures et espèces et nous avons donc 4 cultures principales, hein, le maïs, le coton, le soja et la canola. Mais il y a également d'autres organismes modifiés avec un usage plus limité dans notre pays, comme par exemple les haricots. Euh, Ces OGM sont produits principalement au Brésil. Nous avons également des papayes qui arrivent hein, depuis des pays asiatiques et les États-Unis, et nous importons les graines de ce type de papaye OGM. Et c'est ainsi que donc, ces OGM arrivent sur notre territoire. Alors, une des composantes les plus importantes, c'est l'analyse des flux génétiques. Parce que les études d'évaluation des risques qui se réalisent, généralement, sont élaborées par des pays qui ne sont pas des centres d'origine et de biodiversité. Ils ne peuvent donc pas générer des informations pertinentes pour les pays qui sont des centres de production. On voit ce cas hein, dans de nombreux pays d'Amérique centrale, par exemple. Le Pérou est également un centre de diversification importante de ces types de cultures. Dans le cas du coton, il y a de nombreuses évaluations qui sont mises en œuvre par des pays qui ne sont pas des centres. Alors, comment un gène peut se transférer d'une plante cultivée à une plante sauvage? Eh bien, ce type d'information n'est pas disponible. C'est pourquoi nous avons recueilli des graines sauvages pour évaluer la transmission des gènes. Et nous avons déterminé que ce flux peut se faire de manière naturelle. Alors bien entendu, dans les laboratoires, hein, ces processus se font sans aucun problème, mais il est important de voir comment cela se fait de manière naturelle. Beaucoup de plantes également sont autopollinisantes et il existe aussi une pollinisation croisée. Nous avons donc regardé cela dans différents endroits du pays pour voir quelles sont les conditions pour que ce flux génétique ait lieu.
Nous avons travaillé principalement près des communautés autochtones. Nous avons travaillé donc sur la culture du manioc, qui est, donc une plante très importante dans les systèmes alimentaires donc de ces peuples autochtones, surtout près de l'Amazonie. Alors les informations recueillies sont assez limitées parce que ces flux génétiques ne se, font pas que, par la pollinisation, mais aussi, par l'échange de graines. Cela a lieu au Pérou, aussi au Mexique, bien entendu. Et ces échanges de graines se font de manière traditionnelle, très souvent. Il existe donc des marchés, hein, de graines où les agriculteurs, échangent les variétés locales. Alors cela pose un défi parce que, nous parlons donc de pays qui ont largement adopté les nouvelles technologies. Par exemple, le Brésil, le Pérou, la Bolivie également, la Colombie pardon, heu, sont donc les premiers pays à intégrer les cultures transgéniques, le maïs, le coton, les haricots. Et il y a également des mouvements transfrontaliers illégaux, c'est-à-dire que les graines, hein, passent les frontières et parfois, ces graines sont transportées par fleuve, et il n'y a donc aucun contrôle, ce qui facilite, l'entrée, pardon, illégale de graines. Alors on ne parle pas ici de graines, de grains, pardon, mais vraiment de graines spécifiquement pour l'agriculture. C'est donc tout un défi parce que justement les voies d'entrée dans notre pays se font au travers de la forêt amazonienne. Alors 51 des peuples autochtones reconnus dans notre pays se trouvent dans la forêt amazonienne, justement. On voit donc le cas du maïs jaune qui est principalement cultivé pour, nourrir les poulets. Eh bien, il existe un risque très important, de flux génétique entre, donc ces maïs transgéniques. Donc et nous essayons d'évaluer les risques, même si dans les laboratoires, il y a des restrictions, au niveau donc des OGM. Mais comme je le disais, il y a donc une entrée illégale, transfrontalière. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce contexte. Effectivement, même s'il y a un moratoire sur les OGM, on ne peut pas se protéger d'une pollinisation croisée qui pourrait affecter la biodiversité et les modes de vie des peuples autochtones. Et je voudrais donc revenir au Mexique et demander à la docteure Consuelo, donc ce que vous avez pu faire par rapport à ces considérations socio-économiques. Bonjour Ale. Donc, dans ce cas, par rapport à cette question, donc sur les mesures mises en œuvre par le Mexique sur les considérations socio-économiques liées aux OVM, donc la politique de biosécurité des organismes génétiquement modifiés qui a été encouragée par notre administration, a comme premier axe le principe de précaution, les droits humains et les droits des peuples autochtones et des communautés locales afin de garantir leur pleine et effective participation. On a aussi une perspective liée aux dimensions socio-économiques, notamment les considérations bioculturelles, les principes éthiques, en particulier dans les évaluations des risques, et que les preuves scientifiques prises en considération soient exemptes de tout conflit d'intérêts. Depuis le secrétariat exécutif de la CBIOGEM, on souhaite que ces approches contribuent au bien-être de la population mexicaine, à la protection de l'environnement, à la richesse bioculturelle, aux soins de la santé humaine et au renforcement de la souveraineté alimentaire, avec une mise en œuvre large et contextualisée aux conditions de pluriculturalité et de mégadiversité de notre pays. Et donc, parmi les actions mises en œuvre, on peut souligner 2 actions principales. Donc tout d'abord, l'intégration d'un sous-comité spécialisé
sur le coton génétiquement modifié avec des travaux, notamment un document qui a compilé différents axes thématiques et notamment quelque chose sur les normes et les politiques publiques, un axe sur les informations scientifiques qui permettent donc la biosécurité du coton. On a aussi quelque chose sur l'analyse des risques et la surveillance, les considérations socio-économiques relatives à la biosécurité du coton génétiquement modifié. On a aussi donc ce document accessible en ligne et je vais vous partager le lien bientôt. Et donc, on peut souligner sur ce travail que plus de 20 ans après la libération du coton génétiquement modifié dans notre pays, aucune étude n'aborde le sujet de manière exhaustive et les considérations socio-économiques englobent tous les aspects et conditions qui font partie du contexte national ici au Mexique. Et c'est fondamental pour la prise de décision et l'analyse des effets des OGM dans les sites où leur libération est envisagée. En outre, elles peuvent aussi être présentées à deux moments importants de l'évaluation des OGM, à savoir l'évaluation sociale ex ante, c'est-à-dire au préalable, et puis la consultation sur la décision d'autorisation, qu'il ne doit pas être laissé à l'appréciation des promoteurs, comme on l'a bien mis dans notre loi de biosécurité au Mexique. Et donc, à cet égard, il convient de se demander si la consultation des populations autochtones contribue à l'intégration des aspects sociaux et dans quelle mesure elle est prise en compte avant la délivrance d'une autorisation de dissémination des OGM. On prend aussi en compte pour la consultation des populations autochtones et le fait d'analyser les considérations socio-économiques, il faut respecter les normes internationales en la matière et que la consultation soit bien préalable, libre, informée et culturellement appropriée, ce qui est en soi un processus très complexe. De même, donc la discussion sur l'approche des droits humains et les évaluations sociales ex post donc sont très importantes. Et on a aussi publié des informations sur ces considérations socio-économiques liées aux OGM. Et je vais vous partager sur le lien donc les informations qui sont disponibles. Et finalement, je voudrais vous parler d'un travail qui a été fait dans les années précédentes sur la base des travaux de différents comités et c'est quelque chose qui nous permet de mieux travailler sur la question de la consultation libre, préalable et éclairée pour respecter la libre détermination des peuples et des communautés. Et donc, on a un protocole pour garantir cette libre détermination des peuples et des communautés autochtones et afro-mexicaines en lien avec ces demandes de délibération liées aux OGM. Et le document permet d'établir donc les critères d'action et les mécanismes pour déterminer les mesures nécessaires pour que le cas échéant, s'il y a la mise en œuvre du processus de consultation, ce soit préalable, libre et éclairé, de bonne foi et culturellement approprié pour les peuples et communautés autochtones afro-mexicains et assimilés sur les territoires desquels il est envisagé de disséminer des OGM dans l'environnement. Ça doit être largement diffusé et présenté aux personnes qui, le cas échéant, doivent être consultées avant la dissémination éventuelle d'OGM sur leur territoire. Et donc, lorsque la consultation est appropriée, des accords particuliers doivent être conclus avec chaque communauté ou communauté concernée en vue de l'adoption de programmes de travail spécifiques pour la consultation qui doivent contenir les accords particuliers et les mesures nécessaires pour le respect de la libre détermination des peuples et communautés, ainsi que leur droit à la participation. Et donc, à nouveau, je pourrais vous partager ce travail donc, qui est publié en ligne. Et donc, de mon côté,
Je vous remercie et je serai heureuse de répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Consuelo. Merci beaucoup pour ce partage, donc tout ce qui a été fait par le Mexique sur cette question. Et je voudrais maintenant consulter, demander aux participants si vous avez des questions pour les panélistes. Et donc, il y a eu des questions à Limlichim qui ont déjà reçu des réponses sur le chat. Mais donc, on peut recevoir d'autres questions. Et j'ai ici une question de Sabrina qui demande donc comment est-ce qu'on peut faire pour que les développeurs, les institutions, les gouvernements soient transparents sur leurs erreurs et leurs manquements dans le fait de prendre en considération ces dimensions socio-économiques, culturelles et éthiques, puisque les lignes directrices sont volontaires et ne sont pas contraignantes. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en termes de mesures contraignantes? Lim Li Ching a déjà répondu sur le chat, mais si vous souhaitez donc ajouter quelque chose, allez-y. Peut-être que je pourrais élaborer un peu ma réponse. Bien sûr, cela dépend beaucoup de la loi nationale et il y a un certain nombre de pays qui prennent en compte dans leur loi sur la biosécurité les questions socio-économiques. Et donc, c'est important pour assurer la transparence. Et ces questions sont pertinentes par rapport à la Déclaration humaine des droits de l'homme et particulièrement par rapport aux effets négatifs liés à la dissémination des OVM. Donc, je pense qu'il y a des moyens légaux pour créer de la transparence et de la redevabilité. Et c'est aussi le rôle, bien sûr, de la société civile et des mouvements d'exiger cette transparence et cette redevabilité. C'est peut-être quelque chose que les gouvernements n'aiment pas écouter, mais je pense qu'il est essentiel, par exemple, de poursuivre le gouvernement en justice quand le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Et il est important aussi donc de continuer à soulever ces questions dans le cadre de la CBD, du protocole de Carthagène et de Nagoya, parce qu'il y a toute une diversité d'utilisation sur ces questions. Ce n'est pas juste une question d'évaluation des risques techniques, c'est ce que j'ai essayé de montrer. La CBD reconnaît que ce n'est pas juste une question de dimension technique, mais qu'il y a des dimensions éthiques, culturelles et liées au genre qui sont essentielles à prendre en compte. Allez, on ne t'entend pas, ton micro est éteint. Oui, désolé. Merci beaucoup, Chin. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question? Ou est-ce qu'il y a d'autres questions pour les panélistes? On a ici une question de Rubina. Donc, je suis un peu nouvelle sur cette question, mais je me demande comment est-ce qu'on peut réguler ou créer un système qui exige une responsabilité des entreprises privées. Est-ce qu'il y a des exemples là-dessus? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre sur cette question de la responsabilité des entreprises privées? Je
peux peut-être donner un exemple rapide, juste pour continuer sur ce que disait Ching. Donc sur ces questions de processus de justice. Donc il y a eu un processus contre Monsanto qui ne respectait pas donc le protocole de Carthagène. Je pense que ça a été une bonne façon de souligner l'importance de ces protocoles et la force de la société civile. Ce n'est pas encore fini, mais la société civile a gagné au niveau de la Cour suprême. Il reste encore un niveau d'appel. Et je pense que c'est vraiment important de souligner cette possibilité. Il y a aussi un processus en cours aux Philippines actuellement. Et donc, il y a aussi des négociations en cours sur cette question. Et peut-être qu'il y aura, quand il y aura des standards par rapport aux activités des entreprises transnationales, des multinationales, peut-être que ça pourra être étendu. Je pense qu'il y a une tension sur ces questions pour rendre les compagnies transparentes et particulièrement pour les pays qui font partie du protocole de Nagoya sur les réparations. Donc, il peut y avoir des pays qui ont leurs propres standards en matière euh, de responsabilité et de réparation. Peut-être même les choses, les aspects liés aux droits humains. Et donc, tout cela donc, doit être pris en compte au niveau national. Je pense qu'il est maintenant temps de prendre une photo de groupe et donc les participants peuvent allumer leur caméra pour qu'on puisse avoir une photo de groupe de ce webinaire. Soumina, est-ce que tu peux nous aider? Juste une seconde. Et c'est bon, donc on est là. Est-ce que toutes les personnes qui sont ici veulent allumer leur caméra et faire un petit sourire, juste une seconde de plus? Et donc, c'est bon, on va prendre les dernières photos. Juste une de plus. Et un, deux, trois. Bonjour Ivania, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être ici, d'être venu pour ce webinaire. J'espère que ça a pu apporter des réponses à vos questions et satisfaire vos attentes, répondre aux questions qu'on s'était proposées au départ. Merci beaucoup aux panélistes, merci beaucoup aux oratrices, merci beaucoup au gouvernement du Mexique, du Pérou et